Martin Luther King demeure une figure emblématique dans la lutte pour les droits civils et l'égalité. Mais comment son héritage inspire-t-il encore aujourd'hui nos sociétés et nos combats pour la justice? C'est autour de cette question centrale que le Dr Boga Sako Gervais, fondateur de la FIDOP, invité de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, a orienté sa conférence au prestigieux Andrew Young Center for Entrepreneurship situé à Abidjan Plateau. Dans un exposé structuré en 3 parties, il nous invite à découvrir d'abord la genèse du combat du révérend King, puis à plonger dans la puissance de la non-violence comme arme du changement avant de réfléchir sur les moyens concrets d'imiter ce géant de l'histoire dans nos actions actuelles. Suivez cette analyse riche et inspirante où le Dr Boga Sako nous éclaire sur l'héritage de Martin Luther King dans la lutte pour les droits civils. Une vidéo à voir et à faire voir. On aime la communiquer. Voilà. Et honnêtement, je suis à ce stade-là. Parce que vous avez vu dans mon parcours, je ne suis pas juriste à la base, mais je suis un passionné parce que je n'aime pas les injustices. Je n'aime pas les abus. Je n'aime pas, vous savez, nous de familles modestes, des parents modestes, pour ne pas dire pauvres, on n'aime pas que ceux qui se croient riches ou qui ont du pouvoir nous écrasent. On veut être un humain. Et c'est pour ça que je me suis engagé dans les droits de l'homme. Et je me passionne toujours avec mes étudiants, je leur dis toujours. Ce matin, avant d'arriver ici, j'étais encore en train d'enseigner avec les étudiants du Nord-Sud, à Yopougon. Vous voyez tout ce temps-là. Vous ne pouvez pas imaginer, je le dis, à qui veut l'entendre, c'est pas vraiment souvent en tant qu'enseignant, on fait les cours pour avoir de l'argent, mais moi, c'est vraiment ma passion. C'est ma vie. Je suis un fonctionnaire, Dieu merci. Mais j'aime communiquer, j'aime partager. Si le monde entier, et ce sont les Français qui l'ont dit, parce que comme je ne fais pas un coup sur les droits de l'homme, mais sur Martin Luther King, les Français, eux, dans leur définition des droits de l'homme, depuis la Révolution française de 1789, ils ont dit quelque part que si ce monde est si violent, si pervers, comme il est, c'est parce que les gens n'ont pas la connaissance des droits de l'homme. Peut-être même qu'on est dirigé, nos sociétés sont gouvernées par des gens qui n'ont pas la pleine conscience de l'être humain. S'ils savaient qui est l'être humain, vous allez voir qu'ils allaient d'abord nous respecter avant de chercher autre chose. Parce que si tu as la présence, la conscience que l'être humain est capital, le plus important sur la planète, tu vas lui te comporter. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un clin d'œil à tous ces philosophes-là qui nous ont dit depuis nos basses classes au lycée que l'homme est un animal. Mais c'est un animal pensant. On est tellement intelligent, on est tellement brillant que nous, on cherche à porter des costumes, des cravates, là où les animaux restent animaux. Mais comment ce monde si intelligent, avec l'être humain si central, si précieux, créé à l'image du divin, comment on en est arrivé à détruire la planète avec la Seconde Guerre mondiale et puis à nous perdre dans des violences inouïes? C'est comme cela que les droits de l'homme apparaissent. Parce que, chers amis, je vais vous parler des droits de l'homme. Parce que ce que Martin Luther a fait, Martin Luther King a fait, ce n'est rien d'autre que la promotion des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il a valorisé l'être humain, il l'a mis au centre. Donc j'ai le privilège aujourd'hui, grâce à ce centre-là, de revenir sur cette passion. Je vais exposer en une vingtaine de minutes. Peut-être qu'on va échanger un peu. Et puis, mais je pense qu'on ne sortira pas d'ici sans être mordu. Parce que cet homme-là, c'est un... Voilà. Je dis toujours, et à qui veut l'entendre, nous on a fait un choix. Vous voyez, Martin Luther King, on parle de lui, est-ce que nous savons combien d'argent il avait en banque? Qu'est-ce qu'il avait? Quelle était sa fortune? Ça ne nous dit rien. Mais il a marqué le monde. Donc cherchons à impacter le monde plutôt qu'à courir après le matériel. Parce que ça reste. On a étudié les Voltaire, les Rousseau et tout ça. Là. On ne nous a jamais dit combien ils avaient en banque. Et pourtant leur nom reste gravé dans nos livres, dans nos mémoires, à vie. Donc si on comprend cela, le matériel ne va pas trop nous intéresser. Mais marquer son temps, marquer l'humanité, je suis tellement fier de Martin Luther King. Et son exemple, je le cite toujours, il n'était pas juriste. Parce que si vous pensez que les droits de l'homme, c'est une question des juristes, vous vous trompez. Je le dis toujours à mes étudiants en droit. Je suis littéraire. Mais je me suis passionné dans cette discipline-là, pour la maîtrise. Martin Luther King est un exemple concret. Et avant même que je n'aille plus loin, je donne aussi, souvent je cite Martin Luther King, pour parler à nos hommes de Dieu, nos hommes de foi,
La prière, d'accord, mais au-delà de la prière là, si vous ne posez pas d'actes concrets, mais vos fidèles vont toujours pleurer, et puis vous allez dire, va prier. Va prier. Donc parfois, l'homme de Dieu doit se transcender. Ce sont les deux hommes de Dieu que je cite souvent pour faire comprendre quand je parle à des pasteurs ou à des imams quand ils m'invitent des conférences. Martin Luther King est un exemple. Au-delà, vous allez voir, il n'a jamais pris une arme. Mais il a marqué le monde parce qu'il avait une technique que nous tous, défenseurs des droits de l'homme, acteurs de la société civile, nous devons emprunter. C'est pour ça que j'ai accepté cette conférence. Et le deuxième que je cite en dehors de lui, c'est le révérend Desmond Tutu, qui en Afrique du Sud s'est battu pour que Nelson Mandela sorte de prison. Voilà, voici des gens qui ont été là. Et les deux personnalités que je cite là ont eu le prix Nobel de la paix. Parce que l'humanité sait reconnaître les gens de paix. Et Martin Luther King est un homme de paix. En tout cas, merci de l'honorer. De toute façon, quand vous allez aux États-Unis, vous vous rendez compte qu'il est immortalisé. C'est fini. Parce qu'il a fait son temps. Alors, merci de... Oui, comme je n'ai pas de producteur, donc sachez que je vais parler pour que le... Oui, on peut passer maintenant, tac, tac, tac. Voilà, donc c'était l'affiche. Merci. Je voulais profiter. Et retour... Ouais, ça reste un peu chaud. Voilà. Profiter pour rendre un hommage à Madame l'ambassadrice. En tout cas, depuis qu'elle est là, on avait déjà une bonne collaboration avec elle, mais n'oubliez pas quand même que j'ai 10 ans de creux. Parce que j'étais en exil, je n'étais pas là. Mais avant elle, ce n'était pas aussi comme ça. Depuis qu'elle est là, la communication avec la société civile s'est démultipliée quand même. Elle nous associe chaque fois qu'il y a des hautes personnalités qui arrivent et tout ça. Voilà. Donc ici, on a assisté à plusieurs programmes. Le tout dernier, c'était lors de l'élection, évidemment, américaine. Elle nous avait associés donc à la matinée électorale. C'était très bien et tout ça. Et la démocratie américaine reste toujours pour nous le modèle des modèles. Rien n'est parfait au monde. La question des droits de l'homme, aucun pays n'est champion pour donner des leçons à un autre. Mais les États-Unis restent un exemple tout à l'heure. Et peut-être que si je suis bien inspiré, je citerai la fameuse citation que Martin Luther King a citée tout à l'heure, parlant de la déclaration d'indépendance américaine. Oui, ensuite, cher ami, on va aller un peu voir. I have a dream. Tout à l'heure, il est revenu un peu là-dessus. Martin Luther King, on peut tout oublier, mais c'est ce rêve-là. C'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure, en parlant de lui, un visionnaire. Tout mon exposé, ce sera de parler de lui, mais un visionnaire, parce que, et puis, la vision est concrétisée par le rêve qu'il a fait. Il a rêvé. Est-ce qu'il savait que des années plus tard, on aurait à la Maison Blanche américaine un certain Barack Obama? Mais c'est le rêve de Martin Luther King. Parce que si Barack Obama est d'origine kenyane et qu'il est pleinement américain, mais d'origine kenyane par son père, c'est que quelque part, il a valorisé la race noire. Les gens disaient à l'époque, quand il a été élu, que, mais vous rêvez quoi? C'est un Américain, on le sait. Mais nous, les Noirs, on a tellement été minimisés, tellement bafoués, qu'un nègre dirigé, en plus africain d'origine, diriger la plus grande nation, la plus grande puissance du monde, nous on est fiers, même tant pis pour ce qu'il a fait, on est fiers de nous. On est fiers. Et ça c'est Martin Luther King. C'est son combat qui a porté. Je suis fier de parler de ce grand homme. Allons-y, chers amis. Alors, l'héritage de Martin Luther King dans la lutte pour les droits civils. Et donc je disais, oui, on peut continuer. Oui. Voilà, donc ici, je vais faire rapidement 3 points, parce que vos questions vont me permettre peut-être de creuser un peu plus. D'accord? Alors, je vais parler du révérend Martin Luther King et le fondement de son combat, c'est-à-dire que peut-être que c'est dans son enfance qu'il a eu ce début, parce que souvent on est curieux de dire, mais comment il a fait? D'où ça lui vient? Il est pasteur, nous on connaît des pasteurs ici, on connaît des prêtres, mais lui particulièrement, comment ça s'est passé et puis il a eu ce début? Et puis pourquoi il s'est intéressé aux droits civils? Et puis ensuite, il y a... J'ai regardé sur Google quand je préparais ce PowerPoint. Et puis je dis, bon, qu'est-ce que me dit Google sur la définition simpliste, la plus basique de la non-violence? Quand on finit de définir la non-violence, on me cite que c'est celle-là qu'a appliqué 2 personnes dans le monde, notamment Martin Luther King et puis Gandhi, Mahatma Gandhi. Donc ça veut dire que même pour la définition du concept de la non-violence, on associe le nom de celui qui a été le chantre de la non-violence à travers le monde. Donc c'est pour ça que je voulais parler de ça rapidement. Et puis après, troisièmement, comme nous sommes ici, on est même, bon, j'ai fini de parler de Martin Luther King, on est en Côte d'Ivoire là.
Comment on peut imiter Martin Luther King? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste? Ça, c'est à chacun de voir. Parce qu'on ne peut pas dire que chez nous, ça va être chaud. Hein? Mais là-bas aussi, c'était chaud. Il a fait la prison, ce monsieur. Donc, si tu veux te décourager, tu vas te décourager. Merci, cher ami. Voilà. Donc, ici, on va... Ça, tu peux faire passer tout ça parce qu'on va se contenter. Voilà. Je fais un peu toujours. Mais ça, je fais ça toujours. Hein, quand je fais les conférences ici, vous savez que c'est classique. Celui qui parle, on ne le connaît pas assez. Donc, mais reviens un peu comme sur les ouvrages. Je profite un peu. Oh non, 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 non. Voilà. Ici. Donc, les 6 ouvrages dont il a parlé, je vous les montre quand même. Parce que comme il a dit, je me suis bien formé. Ça fait 30 ans. Et puis maintenant, j'ai rendu quand même le tablier de la fille d'Op. Parce que j'estime que j'ai fait un peu ma part. Et je veux impacter ailleurs encore. Voilà. Il faut impacter. Les Martin Luther King vont impacter. Ceux qui te disent influenceurs, c'est parce que les jeunes apprenants bien là, les sachants, ils ne s'affirment pas. C'est pour ça que le réseau est rempli de cyberactivistes qui dévoient notre société. Quelqu'un sort de la douche, un peu de savon ici, il devient star dans mon pays. Mais parce que ceux qui peuvent impacter n'osent pas. On est trop silencieux. Il faut oser les jeunes. Et vous avez du pouvoir. Voilà. Donc j'ai écrit ce premier livre, Les droits de l'homme à l'épreuve, le cas de la crise ivoirienne du 19 septembre 2002. Alors je fais un peu le point sur mon combat pour les droits et les libertés. Là, il est sorti au Royaume-Uni, en Angleterre. Et l'autre, pour l'instant, le dernier, qui est le président de la République? En fait, c'est quoi un président de la République? Dans le livre, j'ai pris l'exemple de Mandela, j'ai pris l'exemple de Jean Sarkozy. C'est quoi être un président? À la vérité, c'est aimer l'homme, servir l'homme, et non se servir. C'est ça. Merci. Voilà. Merci beaucoup, cher ami. Il a oublié tellement il m'écoute. Il est resté à m'écouter. Il ne sait pas qu'il doit appuyer sur le bouton pour y aller. Merci beaucoup. Alors, on parle de Martin Luther King Day. Oui, merci. Voilà. Ensuite, souvent, je donne les images pour que on ait toujours en mémoire Martin Luther King. Merci beaucoup, cher ami. Voilà. Donc, depuis 1986, vous voyez que Martin Luther King, la journée là, est fériée aux États-Unis. Ça, vraiment, ça veut dire que tu as marqué ton temps, quoi. Que la grande Amérique prenne un jour férié pour toi, mais c'est que tu es champion. C'est pas en Côte d'Ivoire ici que ça va arriver un jour, quoi. Même il n'y a pas une journée pour feu poignet, hein. Même pour le gars au feu poignet, il n'y a pas une journée pour lui. Martin Luther King, il y a une journée pour lui. Vous voyez, ensuite, alors, voilà. Donc, c'est vrai que nous célébrons Martin Luther King, mais en la vérité, nous célébrons les droits de l'homme, puisqu'il a été le champion des droits civils. Or, quand on dit droits civils ou droits civiques, c'est plus ou moins la même chose. D'accord? C'est une question de biologie. Alors, donc, on va se demander, premièrement, les droits de l'homme, mais c'est quoi? Donc, dans l'intro, je vous rappelle les trucs. Allons-y. Les droits de l'homme, selon la Déclaration universelle, on dit que c'est un ensemble de droits, un ensemble de règles inhérents à chaque être humain. À chaque être humain, sans distinction de sa couleur de peau, de sa race, de sa fortune, de sa religion. C'est-à-dire que quand je veux caricaturer pour que mes étudiants comprennent, je dis, quand on t'a né un être humain, c'est fini, tu as les droits de l'homme en toi. Il n'y a pas de tri. Et puis, voilà, sans distinction aucune. Et ce qui est intéressant dans ce texte de la Déclaration universelle, c'est l'ONU qui a créé la Déclaration universelle. Alors la page suivante, merci cher ami, va nous donner la première phrase de la Déclaration universelle de laquelle nous avons tiré cette définition. Oui, cher ami, vous la connaissez, la fameuse phrase que tous les juristes aiment citer. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Alors regardez ceci. La date de l'adoption de ce texte, c'était le 10 décembre 1948. Là, on était à Paris. L'ONU a fait sa réunion là à Paris. Et puis on a adopté la Déclaration universelle. Universelle parce que la France avait sa Déclaration des droits de l'homme. Universelle parce que les États-Unis aussi avaient leur déclaration. C'est ce que Martin Luther King a cité dans son I Have a Dream. Et parce que dans le I Have a Dream, et je profite donc pour le faire, il cite, vous savez, les États-Unis étaient colonisés par les Anglais. Et au moment où les 13 États décident d'avoir leur indépendance, c'est une sorte de révolution. Ils disent on ne veut plus le mettre. Et ils ont rédigé la déclaration d'indépendance américaine le 4 juillet 1776. C'est pour ça que chaque 4 juillet, les Américains nous invitent pour leur indépendance. Mais ce qu'ils ont écrit là, ça donne la meilleure définition des droits de l'homme. C'est pour ça que Martin Luther King a cité ça. Ils disent, et je vais imiter Martin Luther King, mais je cite le texte. Nous
tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes. C'est-à-dire, les États-Unis écrivent aux Anglais pour leur dire on ne veut plus que vous soyez nos patrons, nos chefs, on vient être indépendants. Et ils écrivent, nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les êtres humains sont créés égaux. Ils sont dotés par le Créateur. Ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits, il y a la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Fin de citation. Donc, moi, c'est grâce aux Américains, à leur déclaration d'indépendance, là, que je me permets de dire que, en fait, les droits de l'homme, ma vie, ma liberté, ma santé, tous ces éléments-là, ce n'est pas un État qui me les décrète, ce n'est pas un homme qui me les donne, ce n'est pas des députés qui me donnent ces droits-là. Je suis né avec. Dieu me les a donnés. Du coup, les droits de l'homme deviennent sacrés. On ne doit même pas les violer. Celui qui touche à la vie de quelqu'un, il a touché aux droits de l'homme. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le président congolais quand on parle des Koulouna qu'on le tue. La peine de mort, c'est l'échec de l'humanité. On peut transformer un être humain. Donc, non, cher ami, voilà, tranquille. Donc, en 1948, on adopte ce texte. Mais regardez ce qui est écrit en rouge là. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Mais ça, c'est un texte révolutionnaire. Le monde est révolutionné là. Parce qu'à ce moment-là, nous, on était colonisés. Mais quand on dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux, mais notre colonisation va prendre fin. Ça veut dire qu'il n'y a plus de supérieur. Mais Martin Luther King, là, il s'est lu. Il a lu ça. Parce que le combat qu'il va mener là, c'est de dire aux Blancs qui les maltraitent que mais vous n'êtes pas, on est la même chose. Et puis ce texte a été adopté par l'ONU. Donc en fait, c'est un texte planétaire. Donc, ils s'en servent pour dire, mais la déclaration universelle dit qu'en dignité et en droit, on est la même chose. Pourquoi vous appliquez encore la ségrégation raciale? Pourquoi dans le bus, il doit y avoir des gens qui s'asseyent et d'autres qui doivent être debout? On est fatigué d'être esclaves. Est-ce que vous savez qu'on est fatigué d'être esclaves? C'est le combat de ces gens-là. Donc quand j'ai fini de dire ça, j'ai défini un peu les droits de l'homme. Pour les techniciens de cette discipline, il y a 3 catégories de droits. On les a classés en 3 catégories, les droits de l'homme. Allons-y, cher ami. Merci, voilà. On admet généralement 3 catégories principales des droits de l'homme. La première catégorie sont les droits de la première génération. Quels sont les droits pour lesquels l'humanité s'est levée en premier? Ce sont les droits civils et politiques. Donc, ceux qui ont permis qu'on ait ces premiers droits-là, ce sont les Martin Luther King, ce sont tous ces gens pour que l'esclavage cesse. Je rappelle au passage que quand on le dit, pour la Côte d'Ivoire, on n'enseigne pas ça beaucoup à nos étudiants, à nos élèves. C'est vrai qu'on fait l'histoire de la Côte d'Ivoire, voilà, au fouet était 46, voilà, agricole, café agricole, tout ça, bon, mais on ne nous dit pas un peu, du point de vue des droits de l'homme, qu'est-ce que Houphouët a apporté? Moi j'ai été toujours fier de savoir que c'est Houphouët qui a mis fin au travail forcé. On nous a dit ça au lycée, mais on n'en parle pas souvent. Mais c'est un grand défenseur des droits de l'homme, quelqu'un qui met fin au travail forcé. En 1946. C'est quelque chose de formidable. C'est pour ça qu'à un moment donné, il voulait même qu'on lui donne le prix Nobel de la paix. Et quand on lui a pas donné, lui, il a créé son propre. Il a créé son propre prix, le prix Faisceau Moyen de l'UNESCO pour la recherche de la paix. D'accord? Donc, je ne vais pas me concentrer sur ces 2 autres droits-là. C'est ceux-là que je vais retenir. Les droits civils et politiques. C'est les premiers droits de l'homme. D'ailleurs, dans les 3 catégories-là, il y a un droit de l'homme même, il y a une catégorie qui est fondamentale. Parce que ici, là, donne-moi la page suivante. Voilà. Les droits civils et politiques sont les droits de la première génération. On peut citer le droit à la vie. Mais si tu ne vis pas, tu ne vas pas travailler. Si tu ne vis pas, tu ne vas pas te soigner. Si tu ne vis pas, tu ne vas pas faire des enfants. Donc, en fait, ce sont les droits fondamentaux les plus essentiels. C'est la première génération des droits de l'homme. Et dedans, il y a aussi les libertés fondamentales. Les Noirs n'étaient pas libres, etc. Et puis à la fin, il y a le droit à l'égalité et sans discrimination. Voici le combat principal de Martin Luther King. Une fois que tu existes, une fois qu'on te reconnaît le droit à l'existence, une fois qu'on te permet d'aller librement où tu veux, tu peux maintenant dire, bon, maintenant que je marche et que je suis à l'aise, je vais aller à l'école. Je veux apprendre. Je veux être libre d'aller danser. Je veux être libre d'aller dans ma religion, etc., etc. Mais tant que tu ne vis pas, tu ne peux pas faire tout ce travail. Merci beaucoup. La suite, ça dit que j'aurais pu prendre une bonne quinzaine de minutes et puis finir, hein, mais bon, il faut que je parle avec
Il faut que je plaide. Oh, voilà. Donc les droits civils et politiques, on les a regroupés dans un texte. Parce que c'est vrai que ça se trouve dans la déclaration universelle, mais ça c'est un débat pour les juristes. Parce que les juristes disent la déclaration universelle, c'est une déclaration. C'est comme la Bible, c'est comme le Coran. Ce n'est qu'une déclaration. Elle n'a pas de portée juridique. Elle n'a pas de portée coercitive. C'est-à-dire que si un pays n'a pas respecté, sur la base de la déclaration, on ne peut rien faire au pays. Il n'y a pas de sanctions. Donc l'ONU a pensé à créer deux pactes. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et puis le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Un pacte, c'est comme un accord. Un pays le ratifie. Quand tu as ratifié et que tu n'as pas respecté, on peut te poursuivre. Mais dans la déclaration, si tu as signé que tu n'as pas respecté, la déclaration, ce n'est que des vœux. On souhaite que tu respectes les droits de l'homme. On souhaite que tu respectes l'homme. Mais s'il n'est pas respecté, tu ne peux rien faire. Mais le pacte, dedans c'est écrit. Et ton pays, le Parlement de ton pays a ratifié, a voté. À partir de là, si un pays n'a pas respecté le pacte, on peut le sanctionner. Civil et politique. Merci. Pour la suite. Voilà. En résumé, les droits civils assurent l'égalité de traitement devant la loi de manière non discriminatoire. C'est toujours la mise à exécution de tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est ce que Martin Luther King, cette théorie-là, je vous explique un peu pourquoi vous soyez dans le bain. C'est pour ça que je fais tout ce tour-là. Une fois que vous avez compris maintenant, vous allez tout de suite là comprendre le combat de Martin Luther King. Ce sont les principes qui existaient. Et il les a bien bossés, il se les a appropriés. Mais entre la théorie et la pratique, il fallait avoir de l'intelligence. Parce qu'à l'époque de Martin Luther King, il y avait d'autres leaders, mais qui n'ont pas eu le même aura, la même force que Martin Luther King. Parce qu'il y avait Malcolm X, qui était très connu. Et Malcolm X s'opposait à Martin Luther King. Parce que Martin Luther King, c'est la non-violence. Je vais en parler tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, voici maintenant, grand 1, qui est Martin Luther King? Allons-y. Merci, cher ami. Voilà. Alors, Martin Luther King, il prend son nom, à la vérité, on l'appelait Michael King Jr. Quand son père l'a mis au monde, il est le fils d'un pasteur, c'est son père qui est Martin Luther King Senior. Donc, c'est comme ça que Martin Luther King devient Junior. Bon, vous savez, ça, c'est des questions de droit. Chez eux, c'est facile. Tu veux changer ton nom, tu vas voir le juge. Chez nous, ici, peut-être que tu vas mettre encore 5 ans. Mais sinon, là-bas, c'est rapide. D'accord? Et sa maman, évidemment, s'appelait aussi Alberta William King. Elle est organiste dans l'église. Vous savez, quand papa est pasteur, vous savez, les Noirs américains, leur affaire d'église, toute la famille, depuis les enfants sont carrés, tout est réglé. Une famille pieuse aux États-Unis, laissez tomber quoi. Et tout ça, ce sont les conséquences de la ségrégation raciale, de l'esclavage, voilà. Même le gospel. Le gospel va naître aussi dans les plantations. Avant de travailler, ils chantaient, et c'est comme ça que le gospel est devenu magique. Voilà. Mais Martin Luther King est mort assassiné. Tout le monde le sait. Le 4 avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee. Il a grandi donc dans cette famille de pasteurs issus du sud des États-Unis, ségrégationnistes et racistes. Or, quand même, n'oublions pas que les États-Unis ont connu une guerre de sécession. Les pays du sud, c'est à cause de l'esclavage. L'esclavage était leur business. Et ils s'enrichissaient. Ils étaient contents, dans leur confort, d'avoir des esclaves. Les esclaves, ça fait payer ta richesse. La façon dont on dit tes plantations là, chez eux, les esclaves là, c'est ta richesse. Donc, les pays du Nord étaient favorables pour qu'on mette fin. Après tout, la déclaration universelle est venue, des choses comme ça et tout. Bon, ça, c'est plus après. Donc, il y a 100 ans avant, dans les années 1800, 1861, précisément, la guerre de sécession éclate. Les pays du Sud, là, ils disent qu'eux, ils ne se reconnaissent plus. Donc, notamment la Caroline du Sud, tous ces pays-là. Moi, j'étais juste en Caroline du Nord. La première fois que j'ai vu là-bas. Et Martin Luther King, il est de ce côté-là, dans les pays du Sud, où eux, ils aiment le racisme, eux, ils aiment les esclaves, ils sont favorables à cela. C'est pour ça que ça a été dur pour lui. S'il était dans les autres pays, dans les autres États favorables, il allait être un peu plus libre. Peut-être qu'on n'allait pas connaître le Martin Luther King. Mais il est né dans un secteur où vraiment l'homme noir est chosifié. Et c'est pas peu dire. Voilà. Donc il était lui-même pasteur, il est devenu pasteur, et puis il est devenu un patron de la non-violence afro-américaine pour le mouvement américain des droits civiques.
fervent militant pour la paix et contre la pauvreté. Oui, ensuite, voilà. Maintenant, cette page-là m'intéresse parce que je dis, mais bon, il y a des gens comme lui, mais qu'est-ce qui a fait son déclic? Alors, ce garçon, non seulement il s'intéresse à la non-violence parce qu'il a eu un professeur, Benjamin Mays, qui est un théoricien de la non-violence. Parce que vous savez, c'est comme ça que nous, les enseignants, on influence la société. Si vous avez un enseignant, moi je suis passionné, tous mes étudiants le savent. À mon cours, il n'y avait pas un absent. Parce que moi, au-delà des grilles, je me dis que quand l'enfant sort, il faut qu'il ait retenu d'abord. Je ne vais pas vous faire copier pour donner des notes. Je ne suis pas un chercheur de notes. Qu'est-ce que vos notes vont m'apporter? Mais si vous retenez quelque chose du cours, vous avez tout gagné. C'est pour ça que mes cours, c'est comme si je racontais une histoire des droits de l'homme. Et je pense que c'est... Moi aussi, j'ai bénéficié de types d'enseignants comme ça, et ça m'a passionné. Parce que quand l'enseignant n'est pas percutant, il n'est pas passionné, l'enfant dort en classe. Bon, tu ne peux pas dormir. Alors, sur cette guerre, on va la faire jusqu'à demain. Tu ne peux pas dormir. Et qui va dormir ici, là? C'est vrai en plus. Donc voilà, Martin Luther King a été passionné. Il a été contaminé par ce professeur-là. Ça, c'est sur la question de la non-violence. Bon, lui-même, il a étudié la socio aussi. Il a fait la sociologie. C'est quand même quelqu'un qui est érudit, hein. Voilà, il est quand même docteur. C'est vrai en théologie, mais en dehors de la théologie, il a quand même étudié. Voilà. Donc, je n'ai pas le chrono, mais des temps, il faut me dire quand même hein, pour qu'on puisse avancer. Voilà. Et puis, il a beaucoup été influencé par les écrits de Karl Marx. Bon, quelqu'un qui a lu Karl Marx. Vous voyez que dans l'âme même, il est un peu révolutionnaire. Il a appris des choses. Voilà. Sauf que, bon, après même, il dit qu'il a étudié aussi le christianisme social. Donc, en fait, si vous voulez, il a étudié une sorte de politique dans laquelle, à un moment donné, il dit qu'il était socialiste. Vous voyez, ça veut dire qu'il aime les autres, il aime le partage, il aime la société. Mais ce n'est pas étonnant, c'est un homme de Dieu. Oui, ensuite, donc vous voyez que Martin Luther King, pardon, un détail revient 2 secondes. Voilà. Il a été aussi influencé par Gandhi, comme je l'avais dit aussi. Parce que le chantre quand même de la non-violence mondialement, là, il y a Martin Luther King, parce que lui, comme c'est le grand pays. Aux États-Unis, quand tu es champion là-bas, tout le monde dit que tu es champion du monde. Mais sinon, Gandhi était là aussi quand même. Dans le combattement de Gandhi. Merci. Et donc, ici, voilà comment Martin Luther King va être révélé. C'est-à-dire qu'il a tout ce parcours-là. Mais à quel moment le déclic? C'est Rosa Parks. C'est lorsqu'on arrête Rosa Parks, celle qu'on a étudiée dans les livres de CP2 là. C'est CP2 non? Ah oui, je crois que c'est le sixième quelque chose. Elle dit, je ne me lève pas de mon siège aujourd'hui là. Mais avant elle, il y a des gens qui l'avaient fait aussi. Hein. C'est peut-être que ça n'a pas trop bien marché. Mais elle a eu la chance. Pour elle là. On l'a arrêtée, on l'a jugée, on l'a condamnée, et puis ça a fait le déclic. Elle a eu la chance parce qu'à la même période, il y avait cet Martin Luther King. Il a chargé de Rosa Parks. Il a chargé ça. Et à partir de ce jour-là, c'est lui maintenant qui a organisé les boycotts des bus à Montgomery. Pendant plus d'1 an, 380 jours, il a fait ça. Et ça lui a donné en même temps une réputation dans tout le pays. Ils ont fait ces grèves-là. Parce que voilà, il y avait 2 hommes, il y avait 2 identités aux États-Unis. Les blancs à part, les noirs à part. Chers amis, quand on va aux États-Unis, nous autres qui venons d'Afrique, on est contents de nous promener. Mais c'était un combat. Ça a été un combat. Le blanc te voit, il laisse ses chiens sur toi. Tu n'es pas un homme, tu n'es qu'un esclave. Moi-même, j'ai vécu en Italie à cause de mon exil, là, basé en Italie, voyageant dans l'Europe et les États-Unis. Et dimanche, quand je vais à la messe, là, on dit, donnez-vous la paix. Il tend ma mère le blanc, là, il fait semblant, comme c'est au moment où on donne la paix, là, il regarde ailleurs. Le racisme, là, oui, oui, oui. Même à l'église. Même à l'église. Ça veut dire qu'il y a toujours les germes en eux. Ça ne disparaît pas. Et ce matin, Luther King, et le voilà ici avec Rosa Parks. J'ai cherché les photos pour que vous puissiez faire toujours le lien. Parce que les photos parlent plus. Venir s'asseoir et puis parler, c'est un peu restrictif. Les images, on discute un peu, ça passe rapidement. Oui, ensuite, donc voilà comment ce monsieur va rentrer dans l'histoire. Merci, cher ami, voilà. Et puis le 28 août, tout à l'heure, on l'a dit, le fameux discours I Have a Dream, la marche sur Washington DC. Alors, vous savez, il y a des gens, même aux États-Unis, ils ont 3 grandes personnalités comme ça, dont on les considère comme, il y avait aussi Abraham Lincoln.
voilà, qui est considéré aussi comme un grand orateur. Les grands orateurs chez eux là-bas, parce que c'est la parole. Ils y croient. La parole est puissante. Elle détache des montagnes énormes. Donc Martin Luther King, sa force, ça a été ce discours qu'il a prononcé. Et d'ailleurs, pour vous qui êtes ici, vous savez très bien pour les Américains qui sont, je veux dire vous qui travaillez ici, vous savez très bien que Barack Obama même, pour qui devient président, à l'origine, il n'était même pas calculé, il était allé à la convention des démocrates, il n'était même pas prévu. Et puis, par occasion, vous avez fait un discours. Parce que celui qui devait faire le discours lui-même n'était pas là, et puis au final, ils sont entendus, on lui a confié. Ah non, c'est l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Il a tout fracassé. Il a tout fracassé. Le discours à faire de Barack Obama, c'est qu'il est devenu. C'est le discours là, I have a dream là, qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il a marqué. Et si bien que le président des États-Unis, qui s'appelait John Kennedy, va même le soutenir dans son combat. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Il n'a pas pris une machette. Il n'a pas fait quoi que ce soit. Sa parole et puis ses actions. Il a marqué. Toute son histoire peut se résumer à cela. Parler, dire comment est persuadé, et puis voilà. Et puis après, le président. Et ce qui est intéressant, le dernier paragraphe est très clair. Le président Lyndon Johnson, par une plaidoirie infatigable auprès des membres du Congrès, fait voter différentes lois fédérales, comme le Civil Act, le Civil Rights Act de 64, le Voting Rights Act de 65 et le Civil Rights Act de 1968, qui mettent juridiquement fin à toute forme de ségrégation raciale sur l'ensemble des États-Unis. Il est rentré dans l'histoire. Son combat a permis que désormais, au plan juridique, selon les textes, les lois des États-Unis, il n'y a plus de plan supérieur aux lois égaux en dignité et en droit devient concret. Voilà le fondement, voici la base de Martin Luther King. Je peux finir, tu me dis, j'ai encore 10 minutes, c'est bon? Merci, cher ami. Voilà. Les distinctions, c'est pas moi seul qui l'a marqué. Voilà. Mais il a marqué le monde. Et donc, on lui a décerné tous les grands prix du monde. Martin Luther King les a eus. En tout cas, dans le domaine de la paix. On lui a donné donc il a été le plus jeune à l'époque, hein, parce que maintenant, on vient de donner ça à une jeune fille, non, vous savez, il y a une jeune fille du côté des pays arabes, là, enfin, qui a aussi obtenu le prix Nobel. Maintenant, on fait partager ça, jeune fille, 2 personnes, 3 personnes. Mais à son époque, il était le plus jeune, qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 1964, pour son combat, pour sa lutte non violente contre la ségrégation raciale et pour la paix. Et il a réussi. Grâce à lui, on a pris les actes juridiques. Le Parlement américain était si difficile à voter les lois pour que cesse définitivement la ségrégation. C'est Martin Luther King qui a apporté ça dans son pays. Alors, et puis, comment dirais-je, il a commencé alors après, il s'est attaqué aussi à la guerre du Vietnam. Vous voyez un peu, et là, il n'est pas seul maintenant. Mohamed Ali aussi l'a soutenu en décidant de ne même plus faire la boxe tant que. Donc, il y avait 2 Amériques. Il y en a qui étaient d'accord avec la guerre au Vietnam et tout ça. Donc, Martin Luther King, voilà. Il se voit décédé. Quand il est décédé, finalement, il est décédé en 1968 et on lui a décerné, à titre posthume, la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction aux États-Unis. Et puis, c'est Jimmy Carter qui a fait ça. Jimmy Carter qui vient de mourir d'ailleurs. Voilà. Tout ça, c'est intéressant. Hein? Voilà. Je ne suis pas en amphi, mais je dis voilà. Parce que les étudiants, ils pensent qu'en amphi, ils vont tout avoir. Vous vous trompez? Le professeur va donner peut-être 50 ou 60%. Le reste, là, ça se trouve dehors. C'est dans les médias, dans l'actualité. Un étudiant, en droit surtout, mais si tu ne suis pas l'actualité, ton droit va rester dans les livres. Or, les livres sont dépassés. Le droit est dynamique. La société évolue. Voici, avant-hier, on vient de signer un accord entre la Palestine et le Hamas. Si tu n'es un étudiant, que tu ne vois pas ça, mais tu es à côté du monde. Le monde bouge. Et nous bougeons avec le monde, n'est-ce pas? On bouge avec le monde. Voilà. Merci, cher ami. Je m'en vais. Et puis, moi-même, j'ai été là-bas à Atlanta. Vous savez, il y a 2 centres Martin Luther King dans le monde. Il y en a un en Suisse et puis il y en a un aux États-Unis, à Atlanta. Et quand j'ai été, à force de voyager dans mon exil aux États-Unis, plusieurs fois, j'ai été là-bas. Voilà, voici Ebenezer, et c'est l'église où Martin Luther King prêchait. Donc je suis allé moi-même visiter un peu. Et puis voici le centre Martin Luther King pour la non-violence. Je l'ai visité également et j'ai fait des photos là-bas. Donc, tout ce que je vous dis là, je ne vous raconte pas n'importe quoi. J'ai été sur le terrain pour voir moi-même, pour apprécier. D'accord? Merci, cher ami. Deuxièmement, on a pratiquement fini parce que ce qui reste, ça peut tenir en 5 minutes. La non-violence
comment, c'est quoi la non-violence selon Martin Luther King? Alors, le principe de la non-violence, c'est un principe de conduite en vertu duquel on renonce à la violence comme moyen d'action, en politique ou dans d'autres domaines. C'est-à-dire que, selon Martin Luther King, sa philosophie, tu peux tout obtenir, mais ne sois jamais violent. Ça, c'est difficile dans nos États, mais tu peux, parce que Martin Luther King a réussi. Donc, c'est sa technique-là que je m'en vais vous enseigner, il l'explique un peu. Donc, voilà. Et puis, donc, quand je disais tantôt que Google me donne la définition de la non-violence, voici ce qu'ils mettent entre parenthèses. Elle fut notamment pratiquée par Gandhi et par Martin Luther King. Ça veut dire que non-violence, c'est la même chose. On colle leur nom dessus. Tellement ils l'ont expérimenté et ça a marché avec eux. Oui, ensuite, voilà. Voici Gandhi, ce qu'il disait de la non-violence. C'est très intéressant. La non-violence est la plus grande force que l'humanité ait à sa portée. Elle est plus puissante que l'arme la plus destructive inventée par l'ingéniosité de l'homme. Et si vous voulez, c'est un peu quand, excusez-moi, nos frères musulmans, mais c'est quand Jésus dit, si on te gifle sur la joue gauche, il faut tendre la droite. C'est compliqué cette affaire-là. C'est compliqué cette affaire-là. Laisse-toi faire, quoi. Et puis il explique un peu, je vais bien lire, la non-violence ne consiste pas à renoncer à toute lutte réelle contre le mal. La non-violence est au contraire, contre le mal, une lutte plus active et plus réelle que la loi du talion. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Donc la nature même a pour effet de développer la perversité. J'envisage pour lutter contre ce qui est immoral ou une opposition mentale et par conséquent morale. Je cherche à émousser complètement l'épée du tyran. C'est-à-dire, je cherche à montrer à l'épée du tyran qu'elle n'a pas d'effet sur moi. C'est un travail mental et psychologique. Mais ça, les hindous, eux, ils sont très forts dedans. Eux qui sont capables de marcher sur le feu, rien qu'en se concentrant spirituellement. D'accord? Alors, page suivante. Merci. La non-violence selon Martin Luther King. Voici ce que lui nous dit. La non-violence selon Martin Luther King est un mode de vie, une posture émotionnelle et spirituelle qui demande du courage. Les hommes les plus forts, ce sont ceux qui sont capables de souffrir pour atteindre leur objectif. Non pas de réagir, de gifler tout le monde. Mais capable d'avoir du courage de dompter la souffrance. Il ne s'agit pas de ne pas réagir ou de rester passif. C'est une force active, non violente, qui résiste à l'injustice, qui utilise l'indignation vertueuse des êtres humains. King affirme que l'objectif de l'action directe non-violence n'est pas de vaincre l'adversaire, mais de le gagner à la cause qu'il défend. C'est pourquoi il préconise d'abord le dialogue et la persuasion pour tenter de le convaincre. C'est le fondement de Martin Luther King qui a fait qu'il a été opposé à ses propres amis. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui l'a tué. Parce que lui, il avait sa méthode. Il dit jamais on ne doit lancer des pierres aux policiers. On leur donne l'occasion de nous tirer dessus. Puisqu'ils sont armés. Voici ce que je vous demande. Laissez-moi discuter avec eux, parler avec eux, les convaincre. La suite, il donne une belle citation, j'en ai tiré quelques-unes. La non-violence est une arme puissante et juste, qui tranche sans blesser et anoblit l'homme qui la manie. C'est une épée qui guérit. Vous voyez? C'est comme souvent, je ne sais pas s'il y a des parents ici à qui ça arrive, mais bon, j'ai eu la chance, je n'ai pas vécu ça aussi, mais tu as un enfant, mais de cette têtu là. Tu le tabasses, l'enfant, il ne va pas pleurer. Pour pleurer un peu, il va te laisser, faire semblant, non, il est serré. Donc le père lui-même, il est découragé. Il y a des enfants comme ça. Depuis ce qu'il fabrique dans ce cerveau, tu ne peux pas imaginer. Chez nous, en Afrique, on peut connaître sa sorcellerie. C'est un enfant sorcier. Et puis, là, il a, toujours dans sa posture de I have a dream, il a dit ici, la non-violence est la réponse aux questions politiques et morales cruciales de notre époque. La nécessité pour l'homme de supporter l'oppression et la violence sans recourir à l'oppression et à la violence. Nous condamnons la violence, mais si nous-mêmes nous utilisons la violence, c'est que c'est grave. Et c'est toujours les leçons que je donnais aux jeunes de la FECI quand ils me sollicitaient pour les former. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à l'université à les former.
On est souvent dans nos salons, on les critique. Mais il faut les aider parfois. Et je les ai beaucoup aidés. Je leur ai dit, tu dis que tu défends les intérêts matériels et moraux des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Mais comment tu violes les droits de l'homme? Pourquoi tu brutalises? Pourquoi tu tues? C'est grave. D'ailleurs, même une bonne grève, quand tu l'as lancée, tu n'as pas besoin de me faire sortir de mon amphi. Tu n'avais pas besoin de que tu me forces. Or, un bon défenseur, un bon syndicaliste, il ne doit pas forcer. La persuasion, c'est ce que Martin Luther King nous enseigne ici. Oui, cher ami, parce que je vais prendre une question. Il ne faut pas rêver. Ne disons pas que Martin Luther King n'était pas sur le terrain. Non, non, il était sur le terrain. Il était dans les marches. Il était parmi eux. Ça veut dire que quand il préconise la non-violence, ça ne veut pas dire que lui, il va se mettre là-bas et puis il va envoyer les enfants des gens dans la rue. Hein. Non, il est sur le terrain. Mais ce qu'il conseille toujours, ne prenez jamais une pierre pour la lancer. Ne faites pas ci, ne faites pas ça. Marchons même comme des robots, marchons même comme des zombies. Faisons notre mouvement et puis allons-y. Et parmi, donc c'est pour ça que je disais tantôt, c'est trop mou, machin, parce que le monde aime les violents. Le monde aime les violents. J'en ai parlé un peu vers la fin parce que je suis en train de m'approcher vers la fin. Souvent, je parle sous le contrôle du journaliste qui est là, souvent quand je suis revenu d'exil, certains de mes amis disent, mais pourquoi tu as changé? On ne comprend pas quand tu étais en exil, là, mais tu étais le bon gamin comme on est bouillant. Mais donc il y a quoi à Abidjan? On peut y aller au restaurant, donc je rigole un peu. Mais les gens ne comprennent pas. Si on veut la paix, travaillons pour la paix. Notre pays a assez souffert. Par nous tous, notre responsabilité. Donc à un moment donné, Dieu merci, vous n'avez pas été condamné, vous êtes revenu au pays. Quand même le pays existe. Maintenant, pardon pour que le pays avance. Maintenant, et puis, faisons la politique, la bonne politique, où la CEI est correcte, tout candidat se présente, celui qui a gagné devient notre président. Ouais. Mais ne me dites pas, il faut toujours. Non, on ne fait pas la guerre pour la guerre. Et puis mon pays a trop souffert. Mais ça suffit quand même. Et je dis. Ensuite, merci cher ami, voilà, la non-violence. Ah, maintenant quand je finis de parler de non-violence là, ça quand même, je voulais parler aussi de la désobéissance civile. Parce qu'on a connu un peu ici. Donc je voulais dire un mot là-dessus. Parce que la non-violence de Martin Luther King, ça va de pair. La mise en œuvre de sa non-violence là, c'est la désobéissance civile. Et voici ce qu'il dit par exemple. Chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. Par exemple, je veux dire, un matin, le gouvernement s'est levé et puis en conseil des ministres, ils ont sorti un truc. Excusez-moi, mais bon, comme je suis dans une maison de droits de l'homme, je peux me permettre de dire ça. Par exemple, si vous voyez les homosexuels, arrêtez-les, coupez-leur les têtes. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, je suis un défenseur des droits de l'homme. Martin Luther King dit, dans la philosophie de la non-violence et de la désobéissance civile, s'opposer à une loi qui est injuste, c'est un droit de l'homme, c'est légitime. Il faut faire ça. Donc, comment il définit? Allons-y, cher ami. Comment il définit? La désobéissance civile peut se définir comme le fait de refuser de manière assumée et publique d'obéir à une loi, un règlement ou un pouvoir jugé injuste de manière pacifique. De manière pacifique. Mais en même temps, la désobéissance civile s'apparente donc à une forme de résistance non violente. Mais en même temps, il faut accepter les conséquences aussi. Parce que quand tu fais, par exemple, l'État dit, je vous donne un impôt à payer qui s'élève à bon, quelque chose comme ça, donne un impôt. Toi, tu dis non, moi je ne suis pas d'accord avec cet impôt-là, je ne le paye pas. Mais il faut savoir que il faut t'apprêter aussi à subir les conséquences. C'est ce que Martin Luther King nous dit, assumer. Assumer. Merci. Voilà. Toujours sur la désobéissance. D'accord. Alors, je donne une dernière définition, puis j'en aurai fait. La désobéissance civile n'est donc légitime qu'en rapport avec une injustice caractérisée, qu'il ne suffit pas de dénoncer, mais qu'il importe aussi de combattre pour faire cesser l'injustice. Vous voyez, par exemple, on a dans notre communauté qu'une loi, l'excision existe, ou bien on fait une loi pour l'homosexuel, non pas pour l'homosexuel, pour la polygamie, et tout ça. Bon. Moi, je suis un défenseur des droits de l'homme. L'article 1er de la déclaration dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc la femme est égale à moi en dignité et en droit. Or, si moi j'ai 2, 3, 4, 5, du point de vue de la dignité, je suis supérieur à la femme. Je ne parle pas de religion, je parle des droits de l'homme. Donc de ce point de vue-là, comme nous sommes égaux, femmes, hommes,
je ne suis pas d'accord qu'un homme puisse accumuler 3, 4 pour en faire ses propriétés. C'est pas bon. J'ai dit ça et puis je ne dis plus rien. Oui, merci cher ami. Alors, Martin Luther King dit, je prétends que celui qui brise une loi que sa conscience lui dit être injuste et qui accepte, par exemple, ne pas laisser la place aux noirs de s'asseoir. C'était une loi. Hein. C'était une loi. Mais eux, ils ont estimé qu'elle était injuste. Donc, ils ont combattu la loi là. C'est pour ça que Rosa Parks s'est assise ce matin-là. Et donc, comment il s'appelle? Martin Luther King dit, le fait de briser une loi dont la conscience personnelle estime qu'elle est injuste et qui accepte de bon cœur la peine d'emprisonnement dans le but d'éveiller la conscience de la communauté sur l'injustice de cette loi, celui-là exprime en réalité le plus haut respect de la loi. Donc, ne prenez pas cela de vue, parce que dedans, là, ça veut dire, quand tu fais non-violence, que tu fais désobéissance civile, il faut que tu sois content d'aller en prison aussi. Merci. Voilà. Et voilà l'aboutissement de son combat. Devant le président de la République des États-Unis, voici Martin Luther King qui est là. Le président des États-Unis va signer le 2 juillet les décrets qui abolissent totalement la discrimination, la ségrégation raciale. Dernière étape, voilà, le prix Nobel qu'il a reçu, c'était donc en 1964. Vous voyez? Voilà. Et il a dit quelque chose ici qui me touche. Il dit, ce qui m'effraie dans la société là, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais c'est l'indifférence des bons. L'indifférence des bons. Bon, celui qui est méchant, on sait dire qu'il est méchant. On sait dire qu'il est brutal, qu'il est violent. Mais toi qui dis que tu es bon, là, tu vois et puis tu dis rien. Tu es aussi complice. Tu es aussi coupable. C'est quand je vous ai présenté mes livres, c'est ce que je dis un peu dans Afrique Liberté. Si tu es à côté du roi, tu es à côté du président, et puis il y a une loi, on encourage des microbes ou des choses comme ça, mais si toi tu ne dis rien, mais tu es coupable, tu es complice de cela. Beaucoup de cadres sont complices de ces genres de choses, de manquements de nos dirigeants, parce qu'eux, ils ne pensent qu'à leur portefeuille du mouvement. Si nous avions des cadres qui pensaient à l'être humain, peut-être que nos présidents, dans de mauvaises lois, allaient changer aussi. D'accord? Merci, cher ami. Alors, comment on peut imiter Martin Luther King? Là, je n'ai pas trop parlé, j'ai mis juste 2 ou 3 petites vidéos. Allons-y. Comment imiter Martin Luther King? Allons-y encore. La question est toujours posée. Voilà. Devant la violence policière et la désobéissance civile, comment on peut la pratiquer ici? Mais je vous donne une image. Allons-y, cher ami. Voici une image. Ici, en Côte d'Ivoire, notre désobéissance civile. Voici le premier visage. La première observation que vous voyez, c'est que notre désobéissance civile n'était pas une affaire des sociétés civiles, c'était une affaire de politique. Est-ce que vous voyez? Première remarque. Or, dès l'instant où ça devient une affaire de politique, mais les gens sont prêts à sortir toutes les armes, parce que c'est un peu politique. C'est vrai que si c'était vraiment une affaire sociale, parce que ceux qui suivaient Martin Luther King dans les rues de Washington et tout, ce n'était pas les politiques. Ce sont des gens de la société. C'est comme ça qu'il a impacté sa société. Donc, la remarque, elle est pertinente. Voilà. La société civile devrait pouvoir s'affirmer dans ce genre de choses, quand les libertés sont brimées, sont violées. Deuxième image. Merci. Voilà. Donc, et le problème qui se passe chez nous ici, qui fait qu'on a du mal à imiter Martin Luther King, c'est qu'on n'a pas un appareil judiciaire digne d'un état de droit. Jeunes gens, chers, excusez-moi, pas jeunes gens, je ne suis pas un enfant. Donc j'enlève ça, c'est supprimé. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la démocratie nous dit que les trois pouvoirs doivent être séparés. Si les trois pouvoirs sont séparés là, si je suis brimé par l'exécutif, je peux m'abriter sur le judiciaire. Mais si le judiciaire lui-même là, il a la porte de l'exécutif, le Parlement est à la porte de l'exécutif, je suis mort dans le film. Ça donne la page suivante. Ça donne la page suivante. C'est-à-dire que la société civile dans notre pays est un peu bâillonnée. Elle ne peut pas se lâcher, elle ne peut pas s'exprimer. Elle est embastillée. Et, par exemple, je termine par là, parce qu'on parle de liberté et on parle de droits civils. Vous voyez l'ordonnance, récemment, j'ai beaucoup critiqué ça, l'ordonnance du 12 juin, qu'a pris le président de la République, qui dit clairement que non, on balise un peu la société civile, elle ne peut pas. Elle est plouée. Et ça me peine énormément.
Parce que d'abord même, c'est une ordonnance. En droit, la loi a beaucoup plus de force que l'ordonnance. La loi est votée par le peuple à travers les députés. Si on prend une loi, c'est difficile que tu critiques le président. Mais ce n'est pas lui qui a pris la loi. Ce sont les députés qui ont voté la loi. Ça a beaucoup plus de force. Mais quand c'est une ordonnance, c'est que c'est le président. Il ordonne. La racine de l'ordonnance, là, c'est qu'il ordonne. Or, je ne suis pas dans un pays qui appartient au président. Je suis dans un état de droit. Donc ça fait que quelque part, dans cette ordonnance, ce n'est que la volonté du président qui est exprimée dans l'ordonnance. Ces images-là, parce que moi-même, je suis sous contrôle judiciaire, puis chérie, on n'en a pas, il faut laisser la liberté aux gens de parler. Je suis venu ici, j'ai parlé en 30 minutes ou en 1 heure. Je n'ai insulté personne. Je n'ai fait que parler de Martin Luther King qui a marqué le monde, qui m'a marqué aussi et qui nous a marqué tous. La dernière phrase que je cite de Martin Luther King dans ma conclusion. Merci, cher ami. Faites passer, s'il te plaît, dans la conclusion encore. Il a dit ceci. Et ça surtout dans mon bureau. Parce que c'est vraiment des paroles fortes. Un homme meurt lorsqu'il refuse de défendre ce qui est juste. Un homme meurt lorsqu'il refuse de se battre pour la justice. Un homme meurt lorsqu'il refuse de prendre position pour ce qui est vrai. Merci d'appuyer une dernière fois et je dis